Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une philosophie militaire qui a plus de 2500 ans, mais qui, on va le voir, est plus pertinente que jamais et continue de façonner la stratégie mondiale moderne. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, commençons par mettre en opposition deux approches, deux philosophies de la guerre qui sont en fait radicalement différentes. D'un côté, on a la vision américaine, très axée sur la technologie. Pensez aux drones, à l'intelligence artificielle, aux systèmes spatiaux. Bref, l'idée, c'est d'avoir le meilleur matériel pour gagner. De l'autre côté, la vision chinoise, bien plus centrée sur l'humain. Là, l'idée, c'est moins de surpasser l'autre en armement que de le surpasser en ruse, en psychologie. C'est vraiment une approche qui puise dans plus de 2 millénaires de pensée stratégique. Et justement, pour vraiment saisir cette approche chinoise, il est indispensable de revenir à la source, au texte fondateur. Je parle bien sûr de l'art de la guerre de Sun Tzu. Voilà une phrase qui résume tout. Soumettre l'armée ennemie sans combattre est le véritable summum de l'excellence. Pour Sun Tzu, la victoire idéale, c'est celle qu'on remporte sans même avoir à se battre. L'objectif, c'est de gagner la guerre avant qu'elle ne commence. Alors, comment on y arrive? Eh bien, Sun Tzu s'appuie sur plusieurs concepts clés. Le premier, c'est le Tao, la voie. C'est une idée un peu abstraite, mais imaginez-la comme le ciment moral d'une armée, la force qui fait que les soldats et leurs chefs ne font qu'un. C'est cette cohésion psychologique qui, pour lui, est la base de tout. Ensuite, il y a le Shi, la puissance stratégique. L'image est très parlante, c'est comme l'eau qui s'accumule derrière un barrage. On ne fait rien, on attend. On bâtit une énergie potentielle énorme. Et puis, au moment parfait, on relâche tout, créant une force absolument irrésistible. Et puis, il y a ce duo fascinant, le Shang et le Qi, l'orthodoxe et le non-orthodoxe. C'est une sorte de danse. Le Shang, ce sont vos forces conventionnelles, celles que l'ennemi voit, qui vont le fixer et l'occuper. Et pendant ce temps, le Qi, vos forces surprises, non conventionnelles, vont frapper là où personne ne s'y attend, pour porter le coup de grâce. C'est l'équilibre entre le prévisible et l'imprévisible. Toute cette philosophie se traduit en tactiques très concrètes. Le meilleur exemple, ce sont les fameux 36 stratagèmes. Ce sont de véritables petites recettes de manipulation et de guerre psychologique. Par exemple, tuer avec un couteau emprunté, faire en sorte qu'un tiers fasse le sale boulot. Ou encore, cacher une dague derrière un sourire, endormir la méfiance de l'adversaire avant de frapper. C'est tout un art de la tromperie. D'accord? Tout ça, c'est de la théorie vieille de plusieurs siècles. Mais la question c'est, est-ce que ça s'applique encore aujourd'hui à l'ère de l'information? La réponse est oui, absolument. Voyons comment. Un exemple très parlant, c'est la doctrine russe du contrôle réflexif. L'idée est purement Sun Tzu. Au lieu d'affronter l'ennemi de front, on va le manipuler, lui donner des informations, des indices, vrais ou faux, pour l'amener à prendre lui-même les décisions qui nous arrangent. On joue avec son esprit, pas seulement avec ses soldats. Et le cas d'école parfait de cette méthode, c'est l'annexion de la Crimée en 2014. Regardons la séquence. D'abord, on crée la confusion. Des soldats apparaissent, mais sans aucun insigne. Qui sont-ils? Personne ne sait. Ce sont les fameux petits hommes verts. Ensuite vient le déni plausible. La Russie peut dire « ce ne sont pas nos soldats », grâce à cette astuce qu'on appelle la maskirovka. Troisième étape, on contrôle le récit. Pendant que l'Occident essaye de comprendre ce qui se passe, la Russie se positionne non pas comme un agresseur, mais comme une simple partie intéressée. Et le résultat? L'objectif est atteint, la Crimée est annexée, et tout ça sans grande bataille rangée. C'est une victoire par la guerre de l'information. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a un rebondissement, un détail crucial. Et si, pendant toutes ces années, l'Occident avait en fait mal interprété certains concepts clés de Sun Tzu? En Occident, de grands penseurs militaires comme B.H. Liddell-Hart ont vu en Sun Tzu le père de ce qu'ils ont appelé l'approche indirecte. L'idée, c'est d'éviter la confrontation directe pour frapper les points faibles. Ça a eu une influence énorme sur la pensée stratégique moderne. Eh bien, c'est là que ça devient fascinant. Cette fameuse approche indirecte stratégique n'existe pas vraiment dans le texte original de Sun Tzu. C'est en fait une erreur de traduction. Quand les Occidentaux ont lu approche directe et approche indirecte, Sun Tzu parlait en réalité de quelque chose de beaucoup plus tactique, le corps principal d'une armée, le Zheng, et la réserve, le Ji, qui porte le coup décisif. On est passé d'une manœuvre tactique à un grand principe stratégique. C'est une nuance énorme. Et ce n'est pas tout. On a souvent l'image de Sun Tzu comme un maître de la ruse qui évite toujours le combat. Mais c'était aussi un pragmatique. Il disait très clairement que pour certaines actions, il faut la supériorité numérique, il faut la masse. Il n'hésitait pas à prôner l'usage d'une force écrasante quand la situation l'exigeait, un peu comme le théoricien occidental Clausewitz d'ailleurs. Alors, où est-ce que tout ça nous mène?
Eh bien, le point central aujourd'hui, c'est de comprendre comment ces stratégies, si anciennes et si centrées sur l'humain, trouvent leur place dans notre monde ultra-moderne, hyper connecté. Parce que, soyons clairs, l'art de la guerre a largement dépassé le champ de bataille. Ces principes de psychologie, de timing, de tromperie, on les retrouve absolument partout. Dans les stratégies d'entreprise, dans la compétition sportive, dans la gestion de conflits au travail et même dans le développement personnel. C'est devenu une grille de lecture universelle pour la compétition. Et c'est là qu'on arrive au point critique pour la géopolitique actuelle. Pendant des décennies, on avait d'un côté la stratégie chinoise centrée sur l'humain et de l'autre la supériorité technologique occidentale. Mais aujourd'hui, la Chine a les moyens de combiner les deux. Elle peut maintenant marier sa profonde tradition de l'art opérationnel avec des armements de toute dernière génération. Ce qui nous laisse avec une question finale, une question absolument fondamentale pour l'avenir des conflits et de la compétition mondiale. Que se passe-t-il quand 2500 ans de stratégie centrée sur la psychologie humaine fusionnent avec la technologie la plus avancée du XXIe siècle ? C'est une pensée qui donne le vertige.